Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 38e épisode de la série sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. Dans cet épisode, on va parler de la magie de se faire un nom, vis-à-vis du potentiel de succès que l'on peut atteindre. La magie de se faire un nom, elle découle directement des dynamiques de filtrage attentionnel que je vous ai longuement expliqué dans l'avant-dernier épisode. Pour vous donner quelques exemples de ce dont il est question, beaucoup de personnes vont aller voir un nouveau film parce qu'il y a tel acteur connu qui joue dedans, ou parce qu'il a été fait par tel réalisateur connu, sachant que la familiarité entraîne plus souvent un biais de positivité. Ce qui est pourquoi, même quand on a commencé à regarder une série ou une émission télévisée plutôt merdique, on commence à l'apprécier et se laisser prendre à vouloir regarder la suite. Quand dans un nouveau film que tu vas regarder, il y a tel acteur connu que tu connais bien et que tu apprécies, le confort et l'ouverture de ton cerveau vis-à-vis de l'acteur va se transférer sur le film. En gros, tu aimes le film avant même de l'avoir vu, étant donné le capital sympathique que tu as pour les personnes rattachées au film. Ton appréciation pour X contamine ce qui est associé à X. Elle se propage. Et c'est ça en gros la magie de se faire un nom. Dit de manière plus abstraite, une personne connue insuffle de son influence et de son pouvoir de halo dans ce à quoi elle participe. Le même film avec des acteurs et un réalisateur inconnu passerait beaucoup plus inaperçu. C'est également pour ça que les acteurs et autres artistes populaires sont souvent utilisés pour faire passer des messages politiques, en particulier des messages à connotation humanitaire et caritative. En gros, c'est un peu le concept du regroupement des enfoirés. Étant donné qu'ils sont implantés dans le cerveau de beaucoup de gens, qu'ils activent le système de filtrage top-down, et donc que les gens leur accordent de l'influence, eh bien leur pouvoir d'ouverture de l'attention se transfère sur le message auquel ils sont associés. Les messages seuls n'ont pas ce pouvoir de transmission. Donc ce halo d'influence, c'est comme une sorte de pouvoir magique qui permet de transférer son influence sur tout ce que l'on touche. Autrement dit, d'ouvrir l'attention sur tout ce que l'on touche. Et encore une fois, c'est pareil avec les réalisateurs de films. Le fait que tel film soit fait par un réalisateur réputé, ça va ouvrir notre attention. Même s'il fait un film qui ne dit pas vraiment en soi, on va quand même être intéressé et intrigué, et donner sa chance à ce film, parce que c'était le réalisateur derrière. En particulier si on appréciait ce qu'il a fait par le passé. On va attendre de la qualité, et étant donné cette attente, on sera plus à même de la trouver, de la percevoir, cette qualité. Une manifestation du biais de confirmation. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, pour comprendre le pouvoir de se faire un nom à notre époque, c'est à quel point le marché de l'attention est saturé. Par exemple, YouTube, c'est une super plateforme pour marketer ce qu'on fait gratuitement. Mais le truc, c'est que, étant donné la saturation du marché, peu importe les efforts que certains créateurs de contenu font, ils ne seront jamais mis en avant. Il y a plein de créateurs de contenu et de chaînes de grande qualité qui restent enterrés sous la saturation du marché. Parce que, de 1, la plupart des gens ne choisissent jamais vraiment ce qu'ils consomment. La plupart des gens consomment ce qu'on leur sert. Et ensuite, ils restent attachés à ce à quoi ils sont familiarisés. Ce qui est pourquoi, au passage, l'une des clés du succès externe, c'est de continuer jusqu'à ce que notre produit soit servi aux gens. Tant que tu n'es pas servi aux gens, tu peux pas savoir s'il y a du potentiel de succès externe ou pas. Réfléchissez-y. Est-ce que vous avez fait des recherches profondes pour choisir votre lessive ? Probablement que non. Et donc, en tant que producteur, tu peux produire la meilleure lessive du monde. Si ta lessive, elle n'est pas dans les rayons où les gens vont acheter de la lessive, pratiquement personne ne l'achètera. 99% des gens vont prendre la première lessive qui leur tombe sous la main et qui fait le job. Du moment qu'ils ne sont pas désagréablement insatisfaits, c'est bon. Et ils ne vont jamais chercher à comprendre si c'est vraiment une bonne lessive ou pas comparé aux autres. Ils n'ont aucune intention de devenir des experts de la lessive. Et donc, si un produit n'est pas servi, peu importe sa qualité, c'est comme s'il n'existait pas pour la plupart des gens. Ils se satisferont de ce qui est servi, même si ce n'est pas d'aussi bonne qualité. Donc ça, c'était la première raison. La plupart des gens ne choisissent pas ce qu'ils consomment, ils prennent ce qu'on leur sert. Et la deuxième raison, c'est que même quand les gens choisissent, ils choisissent parmi une sélection écrémée. Par exemple, sur YouTube, tant que tu n'as pas plusieurs milliers d'abonnés, tu es invisible pour 99% des gens. C'est comme si tu n'existais pas pour eux. Seuls les curieux et les primo-adoptants vont te découvrir. Pourquoi ? Parce que le marché de l'attention est saturé. Chaque personne doit faire des choix sur les informations qu'elle consomme et qu'elle ne consomme pas. On ne peut pas tout ingérer. On n'a ni le temps ni l'attention pour ça.
très très loin de là. Ce qui fait que les audiences des différentes productions existantes sont très asymétriques et déséquilibrées. Il y a certaines choses qui absorbent la majorité du marché de l'attention et les autres se partagent les miettes. Parce que, comme je vous l'expliquais dans l'avant-dernier épisode, la plupart des gens vont s'alimenter avec ce qui est déjà arrivé au sommet de la pyramide, et ne pas toucher au reste. Ils vont manger la cerise et laisser le gâteau qui est en dessous. Principalement parce qu'étant donné la raison 1, on ne leur servira que la cerise, et que la plupart des gens mangent ce qu'on leur sert. Mais aussi parce que, même parmi les esprits un peu plus critiques, ce qui est déjà bien réputé est largement privilégié. C'est le biais du statut social, et de la présélection implicite de valeur qui va avec. Le haut statut social implique de la valeur. Comme je vous l'expliquais il y a quelques épisodes, si tu veux percer dans la production de contenu sur Internet, tu as intérêt d'être dans les meilleurs de ton domaine. Sinon, tu seras noyé dans la masse anonyme des petits noms. Parce que la plupart des consommateurs ne vont avoir le temps que de regarder que les grands noms. Et donc, quand tu t'engages dans la création de contenu, tu dois t'engager dans la poursuite de l'excellence pour que dans le futur, tu puisses entrer dans le cercle restreint, là où les gens donnent de l'attention. Et c'est globalement assez similaire dans beaucoup de domaines. Si tu veux une part du marché, il faut développer un très bon niveau pour sortir de la masse et entrer dans le cercle privé du haut statut social. Il faut en arriver à un stade où tu deviens une sorte de mini-célébrité dans ton domaine de compétences. À partir du moment où ton nom est fréquemment mentionné dans les réseaux associés à ton domaine, alors ça va devenir incroyablement plus facile pour toi d'avoir plus de succès externe. Ça va te conférer un pouvoir passif. Les gens vont venir à toi sans que tu ne fasses rien de spécial. Tu vas accéder à des dynamiques de second ordre, comme si tu étais rentré dans un nouveau jeu. En fait, le nom est une sorte de porte d'entrée vers la valeur, une interface, un agrégateur simplifié. Par exemple, quand vous cherchez à acquérir un produit, vous allez faire confiance à telle marque. Parce que, dans votre tête, cette marque est associée à de la qualité. Votre cerveau ne va pas s'embêter à chercher et considérer les détails du marché. Il va chercher les portails de qualité que sur les marques. Ce qui fait que le traitement pour arriver à de la qualité est beaucoup plus simple. Une marque est en ce sens ce qu'on appelle une boîte noire pour notre cerveau. Un concept qui encapsule et masque une complexité, et dont notre cerveau se sert sans interagir avec sa complexité. Notre cerveau préfère fonctionner de manière raccourcie et simplifiée. Donc il va privilégier les interactions avec ce genre de boîte noire. De la même manière, sur Internet, avec le contenu, on retrouve les mêmes dynamiques. Les gens cherchent des réponses de valeur, des réponses d'experts. Mais par définition, s'ils cherchent des réponses de valeur, ça veut dire qu'ils ne les ont pas, ces réponses. Ils n'ont pas eux-mêmes cette expertise, sinon, ils ne chercheraient pas à y accéder. Et donc, ils n'ont aucun moyen simple d'articuler leur recherche de réponses vis-à-vis du contenu de ces réponses, de l'expertise, etc. Car justement, c'est ça la réponse qu'ils veulent. Et donc, typiquement, pour arriver sur des réponses de valeur, les gens vont rechercher les noms associés à de la valeur et d'expertise. Ils vont se référer aux autorités établies. D'où l'importance de se faire un nom. Les gens recherchent le nom pour avoir l'expertise et la qualité de réponse associée à ce nom. Le nom est une interface simplifiée, un agrégateur de valeur, une boîte noire. À travers la mémoire du nom, les gens ont un portail pour accéder facilement à toute la valeur associée. Et donc, c'est ça la porte d'entrée ultime pour accueillir les gens, d'avoir un nom établi. Et du coup, pour en revenir à ma stratégie personnelle vis-à-vis de ma chaîne, travailler en profondeur mon contenu, ça veut pas dire que ça va faire du contenu qui va facilement attirer les masses. Ça ne va pas me faire des bonnes portes d'entrée. Non, au contraire. En soi, c'est du contenu complexe qui a un pouvoir d'attraction négatif sur les personnes non initiées. Mais, cela dit, travailler en profondeur mon contenu, à long terme, c'est ça qui va me tailler un nom. Autrement dit, une porte d'entrée simplifiée. Et une fois que ce nom sera établi et implanté, il servira d'interface aux gens. Il servira de porte d'entrée accessible pour les amener sur mon contenu. Les gens non initiés ne viendront pas à travers le contenu, ils viendront à travers le nom. Mais finalement, ils arriveront sur le contenu. C'est ça la magie du truc. Du coup, pour résumer, ma stratégie en gros, c'est de devenir le plus abouti possible dans ce que je fais, de sorte à ce que sur le court terme, à chaque fois qu'une personne qui a le potentiel d'apprécier la façon dont je développe mes idées tombe sur une de mes vidéos, ce que je raconte fait tellement résonner quelque chose en elle, qu'elle comprend assez rapidement d'elle-même qu'il y a de la valeur. Et elle s'abonne. Sans avoir besoin de savoir qui je suis, sans avoir besoin de savoir si je suis quelqu'un de réputé, sans avoir besoin d'être sûr que j'ai des compétences, etc. En gros, sans avoir besoin de connaître ma valeur sociale. Juste en interprétant la valeur de ce que je dis de manière bottom-up. Et sur le long terme, c'est-à-dire d'ici plusieurs années,
Ma stratégie, c'est que ce travail de fond me permette d'atteindre un niveau de développement me permettant d'installer une certaine autorité, à savoir une valeur sociale, et que donc des personnes accèdent à mon contenu juste parce que j'ai une autorité dans ce que je fais. Dans le réseau humain, c'est à partir du moment où tu deviens une autorité que l'aspect communication et expansion devient facile pour toi. Encore une fois, c'est la porte d'entrée ultime. D'une part parce que la plupart des gens ne feront l'effort de s'attarder sur ce que tu fais que quand ils seront sûrs que ce que tu fais a de la valeur et que tu es une source fiable, par principe d'économie, et d'autre part parce que notre capsule de conscience collective est très limitée, et que donc seules les têtes d'affiche de chaque domaine ont le privilège de rentrer dans cette conscience collective. Il n'y a juste pas de place pour les poissons plus petits. Et donc, c'est un avantage inconsidérable en termes de communication et d'expansion d'être reconnu comme étant l'un des meilleurs dans son domaine. Vous n'avez même pas idée. Pratiquement tout le monde peut citer des noms de personnes qui sont au top de différents domaines, dans le cinéma, dans le sport, dans la musique, etc. Même pour des domaines dont on ne connaît rien, on peut souvent citer un ou deux noms. Limite, on n'a pas le choix de connaître ou pas ces noms. Ça nous rentre dans le crâne d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie de notre conscience collective. C'est dire encore une fois à quel point la transmission de l'information dans le réseau humain est extrêmement biaisée et pondérée par différentes choses. Pour donner un exemple, admettons que tu veuilles t'instruire en philosophie. Pour ça, tu peux aller sur un forum de philosophie amateur sur Internet, voir les questions que les gens se posent et fouiller les différents sujets. Peut-être qu'il y a de la qualité et que tu vas pouvoir bien t'instruire comme ça en fouillant ce forum amateur. Mais c'est moins garanti que d'aller dans une librairie et de lire des grands livres de philosophes bien réputés. C'est pour ça qu'en général, quelqu'un qui veut s'instruire en philosophie va lire les auteurs et les livres connus qui ont réussi à arriver en haut de la pyramide de reconnaissance sociale. Les livres et les auteurs qui se sont fait un nom. Pour s'instruire, les gens vont tirer parti de la présélection sociale de la valeur. En fait, 99% des gens ne vont même pas considérer ce qu'il y a après les premiers grands noms. Encore une fois, on fait notre choix parmi la sélection qui est arrivée en haut de la pyramide de reconnaissance afin d'optimiser notre recherche et notre acquisition de valeur. Quand tu vas chercher un nouveau livre à lire, peut-être que tu vas passer du temps à rechercher quel livre prendre. C'est vrai. Mais en général, tu vas faire ta recherche dans les top livres du moment, les livres mis en avant, etc. Tu vas pas commencer par les fonds de tiroir. Au niveau visibilité et expansion, il y a donc un avant et un après l'établissement d'une réputation. La réputation débride la visibilité et l'expansion, c'est-à-dire le nombre de nouvelles personnes qui entrent en contact mental avec ce que tu produis. C'est une forme de communication passive et automatique. Sachant qu'au passage, il y a 4 grosses formes de communication pour entrer en contact avec de nouvelles personnes. 1. Faire la pute au sujet en vogue et au sujet populaire. 2. Le réseautage, c'est-à-dire d'aller vers les autres et de faire parler de soi là où il y a des gens. 3. Payer de la publicité, que l'on peut diviser en 2. Pub non ciblée sur des personnes précises versus pub ciblée, la publicité ciblée étant plus économique. Et enfin 4. Devenir une autorité suprême. Et là, pas besoin de réseau, c'est les gens qui parlent de toi et qui viennent à toi. Bien sûr, on peut les combiner ces formes de communication, et tirer parti des 4, ce qui est le plus judicieux en fait. Chaque forme a ses avantages et inconvénients. L'inconvénient de devenir une autorité, c'est que ça demande du temps. Et même avant ça, ça demande de développer un excellent niveau. C'est pas donné à tout le monde. Le prix à payer pour avoir cette forme de communication très avantageuse est donc loin d'être gratuit. Comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, la visibilité de votre valeur est le facteur limitant par excellence. Votre succès est limité par le nombre de gens qui ne savent pas que vous existez. C'est pour ça que une des clés pour réussir dans la vie, c'est de dissocier le travail de construction de la valeur de tout ce qui est reconnaissance et visibilité, de sorte à toujours continuer de créer de la valeur et d'être à fond, même quand la visibilité n'est pas encore au rendez-vous. Bien sûr, comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, ce n'est pas du tout naturel pour notre cerveau par défaut. Et je ne te dis pas que c'est facile de faire cette dissociation. Mais tu as toute ta vie pour apprendre à le faire. Il ne faut pas te mettre dans l'idée que tu vas intégrer ce principe du jour au lendemain. Personnellement, ça m'a pris des années et des années d'action d'intégrer ce principe. Ne vous méprenez pas. Et je peux encore me perfectionner. Le truc à comprendre, c'est qu'il y a vraiment un intérêt à long terme à ne pas y aller à moitié avec le développement de valeur, à s'investir à fond pour construire de la valeur et faire du bon boulot. Car avec le temps, cette valeur se convertira en autorité. Et l'autorité, ça change le jeu. En bas de l'échelle d'autorité, 0. Les gens vont vous filtrer comme un fantôme. Vous n'existerez pratiquement pas.
et il faut galérer pour se faire connaître et montrer qu'on existe. En revanche, si vous arrivez en haut de l'échelle d'autorité, c'est démentiel. Vous serez dans l'abondance. Les gens n'auront même pas le choix de ne pas connaître votre nom. C'est extrêmement disproportionné. Les mécanismes attentionnels sont impitoyables. Sans le faire exprès, la plupart des gens n'en auront rien à faire de vous tant que vous n'aurez pas dépassé un certain seuil d'autorité. Vous n'existerez pas. En revanche, magie, dès que vous allez atteindre un certain succès, vous allez apparaître dans leur conscience. Ça n'a rien de personnel. Si tu n'es pas conscient de ça, et que tu t'es déjà lancé sur Internet, ou même en dehors d'ailleurs, ce n'est pas très responsable de ta part. Tu dois être bien conscient de ça, pour justement ne pas le prendre personnellement, et pour ne pas te laisser inutilement affecter quand tu es encore en train de monter l'échelle. Comme je vous le disais dans l'épisode 176, l'idéal ultime en termes d'expansion, c'est d'être soi-même en tant que marque, intégré dans les courants de marché de contenu. C'est-à-dire d'être soi-même dans les tendances, dans les recherches, dans les activités, etc. Ce qui est le cas de toutes les grosses marques dominantes. C'est ça l'idéal étant donné notre fonctionnement psychologique et social. D'ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, si vous ne l'aviez pas déjà compris avec les épisodes précédents, c'est que la magie de la reconnaissance est très très liée à notre fonctionnement psychologique général. Avoir de la reconnaissance sociale, dans le sens d'avoir percé, d'avoir du succès externe, d'avoir son travail reconnu, c'est une reconnaissance qui est très liée à la reconnaissance perceptive, à savoir la capacité des esprits de vous reconnaître en tant qu'objet particulier, et je dirais même de vous reconnaître parmi toute une foule de bruits. Si tu comprends les mécanismes psychologiques de la reconnaissance perceptive, alors tu comprends beaucoup de choses sur comment des personnes, des marques, etc. accèdent à la reconnaissance sociale. Quand tu as de la reconnaissance, en fait, tu es installé dans le système de filtrage des cerveaux. Les cerveaux sont préparés à te reconnaître. Tu es devenu un stimulus pertinent qui va profiter d'un effet de halo de lumière, et qui ainsi va être facilement détecté dans la masse d'informations. Les cerveaux seront capables d'extraire ton signal parmi du bruit. D'où la magie du truc. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité, et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.